Bienvenue dans Retrouve ton PEPS, le podcast qui vous fait voir le burn-out autrement. Moi, c'est Delphine. En 2021, mon corps a dit stop. Aujourd'hui, j'accompagne celles et ceux qui veulent se relever après un burn-out sans se trahir et sans replonger. Ici, pas de recettes miracles, ni de discours culpabilisants. Juste des échanges sincères, des outils concrets, des témoignages forts et des éclairages d'experts pour mieux comprendre l'épuisement, s'en relever durablement et retrouver une vie plus alignée et plus sereine. Alors ici, on déconstruit, on reconstruit, mais avec réalisme, humour et sincérité. Avec cette question en filigrane, et si le burn-out, c'était quelque chose de bien plus grand? Ce podcast, c'est une boussole pour celles et ceux qui veulent se reconstruire en profondeur, éviter la rechute, et qui sait, révéler leur véritable potentiel. Alors prête à retrouver votre PEPS? C'est parti pour un nouvel épisode de Retrouve ton PEPS. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Marilyn Combalot, une invitée engagée, passionnée et inspirante. Marilyn est auteure, conférencière, coach consultante et formatrice spécialisée dans la prévention du burn-out en entreprise et l'accompagnement des personnes qui le traversent. Après une carrière de 30 ans dans les ressources humaines, elle a elle-même vécu un burn-out en 2021, une expérience qu'elle décrit comme un véritable tsunami. Aujourd'hui, elle a transformé cette épreuve en mission, informer, former et accompagner avec une conviction profonde et beaucoup de cœur. Elle vient de publier le 11 septembre dernier son ouvrage Welcome Back to Work, un guide en 6 étapes clés pour réussir son retour en entreprise après un burn-out. Mais au-delà du livre, on explorera ensemble des questions très concrètes. Pourquoi est-il si difficile de s'arrêter? Comment préparer un retour serein? Et que faire si rien n'a changé du côté de l'organisation? Bonne écoute! Alors bonjour Marilyn, je suis très heureuse de te retrouver pour ce deuxième épisode de podcast Retrouve ton PEPS. Alors maintenant, ça fait plus d'un an, un peu plus d'un an maintenant qu'on se connaît, et on peut dire, je pense, qu'on a tissé une belle relation à distance. Et c'est donc tout naturellement que j'ai eu envie de t'inviter pour ce deuxième épisode. Alors je te souhaite la bienvenue. Merci Delphine, je suis vraiment très très heureuse d'être ici avec toi aujourd'hui et je suis honorée que tu m'aies invitée dans ton podcast pour cet épisode 2 et je pense qu'on va passer un bon moment ensemble parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, ça fait 1 an qu'on se côtoie. Alors on s'est pas encore vu en vrai, on va dire en live dans la vie, mais en tous les cas, je suis vraiment très contente d'être ici aujourd'hui. Merci pour ton invitation. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots auprès de nos auditeurs et nous parler un peu de ton parcours et de ce qui t'a amené à devenir aujourd'hui une véritable alliée contre le burn-out? Alors, eh bien écoute, je suis Marilyn Combalot comme tu l'as dit, alors même sur mon livre, je suis Marilyn Machu Combalot parce que j'ai rajouté, mon nom de jeune fille sur le livre, c'était important pour moi et je peux dire que je suis une heureuse quinca. Je suis mariée, j'ai une fille et j'ai même une chienne qu'on a adoptée l'année dernière, une jolie staffie qui nous met du peps dans la vie et puis sinon, je suis née à Paris et j'ai des racines, nordistes et bretonnes. Tout ça pour dire que je ne suis plus à Paris. J'ai migré dans les Alpes de Haute-Provence il y a plus de 25 ans maintenant. Et à l'époque, je peux dire que c'était un beau challenge, car j'avais démissionné avec mon mari et on est parti avec notre fille qui avait 5 ans à l'époque. Et on a reconstruit notre vie professionnelle en Provence, parce que bon, la vie perso est restée plus ou moins la même, mais en tous les cas, la vie pro a été reconstruite en Provence. Alors si je fais le bilan, on va dire un petit peu, tu vois, de ma carrière, on peut dire que j'ai travaillé pendant plus de 30 ans dans les relations humaines pour des grands groupes. Et j'ai eu ce qu'on peut appeler communément une belle carrière professionnelle avec des évolutions, des promotions. Et mon dernier poste a été celui d'une responsable des relations humaines adjointe. Pour ce qui est de mon parcours dans les RH, je peux dire que j'ai aimé mon parcours. Pour être franche, après, je te dirais pas tous les jours. Parce que, c'est vrai que la dernière entreprise dans laquelle j'ai passé plus de 20 ans a traversé, plusieurs plans sociaux, réorganisations et changements importants, auxquels, il a fallu s'adapter bien évidemment et aussi qu'il a été nécessaire d'accompagner. Et pourquoi je dis ça? Parce que, c'est vrai que quand j'ai écrit mon livre, j'ai retracé un petit peu, toi ce parcours et je me suis dit qu'il y avait déjà des paradoxes parce qu'en 2005, eh bien, tu vois, mon poste a été supprimé et on m'a demandé, d'accompagner les gens qui avaient leur poste supprimé. Ce qui était pour le moins paradoxal et je me dis que je l'ai fait parce qu'on me l'a demandé et comme un bon petit soldat que j'étais déjà à l'époque
Et comme j'étais investie, engagée, eh bien, on me l'a demandé, donc je l'ai fait alors que moi-même j'avais mon poste supprimé. Et ça, je l'ai mis dans mon introduction de livre parce que j'ai trouvé que c'était un beau paradoxe quand même. Et puis en 2021, eh bien, alors que, bah, c'est vrai que moi j'ai plutôt eu une carrière, on va dire, qui s'est bien déroulée, bah, le contexte a changé, l'organisation également et les équipes aussi. Et fin 2021, j'ai vécu un burn-out. Alors bien évidemment, bah, comme beaucoup de gens en burn-out, j'ai pas vu arriver et ça a été un vrai tsunami pour moi, un vrai bouleversement, difficile à vivre, compliqué, douloureux parce que oui, je l'ai vécu vraiment dans la douleur. C'est vrai que parfois ça peut sembler, complexe à comprendre quand on l'a pas vécu, mais pour ceux qui l'ont vécu et qui nous écoutent, aujourd'hui, je pense qu'ils comprendront tout à fait ce que je suis en train de dire. Et comme j'ai vécu ce burn-out, vu que tu me demandais, bah, qu'est-ce qui m'a amenée en fait à devenir une alliée? Bah, évidemment comme je l'ai vécu, j'ai eu besoin de comprendre ce qui m'arrivait parce qu'au début j'ai rien compris et bah, je suis devenue et je pense que ça te parlera, ce qu'on appelle une patiente experte. Parce que j'avais vraiment besoin de comprendre ce qui m'arrivait et j'ai eu des grandes discussions avec mon psychiatre, vu que j'ai été, suivie par un psychiatre et ça a été extrêmement intéressant les échanges que j'ai pu avoir avec lui. Et puis, même s'il y avait le diagnostic de burn-out qui était posé, j'étais un peu dans le doute quand même, tu vois? Parce que je trouvais que je correspondais pas forcément au profil que je m'en faisais. C'est te dire à quel point je méconnaissais le syndrome parce que quand même, quand je vois a posteriori, je me dis que je cochais beaucoup de cases, mais à l'époque, j'en avais une idée, bah, qui était erronée. Et c'est pour ça que j'ai regardé des reportages, j'ai regardé des vidéos, j'ai écouté des podcasts et puis j'ai lu aussi, quand j'ai pu. Parce qu'au début c'était compliqué, mais quand j'ai pu, j'ai lu des livres sur l'épuisement professionnel et ben j'ai compris ce qui m'arrivait et c'est pour ça que je suis devenue cette fameuse patiente experte. Et après, j'ai eu envie de faire quelque chose de tout ça, de tout ce savoir que j'avais accumulé et j'ai eu envie de donner du sens en fait à ce qui m'était arrivé et c'est pour ça que je me suis formée au modèle RPBO, que développe, Sabine Bataille, qui est une sociologue. Tout ça parce que finalement, j'avais envie d'aider moi aussi, je voulais faire quelque chose de tout ça. C'est un magnifique parcours et puis très touchant et je suis certaine qu'il parlera, à toutes les personnes, épuisées, voire en burn-out, soit avant ou même en pendant surtout et celles qui sont en arrêt. Alors, j'aurais envie de te poser la question justement maintenant que tu l'as vécu et tu t'es vraiment reconstruite après. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans cette traversée du désert? Alors je dirais que ce qui m'a le plus aidée, c'est de me faire accompagner, ça c'est évident. D'avoir consulté le médecin, tout d'abord et puis après, c'est vrai que je suis passée de mon médecin traitant avec un suivi avec un psychiatre et ce psychiatre pour moi, c'est quelqu'un et ça c'est très, très important, c'est quelqu'un qui connaissait très bien le syndrome de l'épuisement professionnel et ça c'est précieux parce que je me rends compte avec les gens que j'accompagne et les gens qui me contactent, qu'il y a malheureusement des médecins qui ne connaissent pas tous très bien le syndrome. Et ce que j'ai envie de dire aux gens, tu vois, qui nous écoutent, c'est de leur dire que s'ils se rendent compte que le médecin qui consulte ne connaît pas bien le syndrome, changez de médecin. Parce que c'est nécessaire d'avoir quelqu'un qui sait ce qu'est le syndrome, qui connaît, les signes, les symptômes, ce qu'on vit et qui va pas minorer ce que vous êtes en train de vivre. Et c'est pour ça que moi, le psychiatre que j'ai consulté, lui, était top par rapport à ça parce qu'il a eu tout de suite les mots qu'il fallait. Comme beaucoup d'autres, c'était compliqué d'être arrêté, donc je pense qu'il a eu les bons mots. Tu vois? À tel point que maintenant, en fait, cet accompagnement, pour moi médical, moi je le mets en prérequis, pour les personnes que j'accompagne. Je n'accompagne pas de personnes qui ne soient pas suivies médicalement parce que pour moi déjà c'est une sécurité, que moi je n'ai pas les compétences d'un médecin, donc il faut savoir où sont ses propres compétences et que pour moi il est évident qu'une personne qui est en burn-out doit se faire accompagner médicalement, alors soit par un médecin et un psychologue du travail, de préférence je trouve parce que, on connaît aussi les rouages, du travail ou alors par un psychiatre. Voilà et je dirais qu'aussi moi ce qui m'a aidée c'est, le soutien de mon mari et de ma fille. Ça pour moi ça a été, essentiel parce que si j'avais pas été, aidée par eux, écoutée par eux, je pense que ça aurait été plus compliqué pour moi d'en sortir, ça c'est sûr, c'est une évidence. D'autant plus que moi j'en ai très, très peu parlé parce que j'avais honte. Donc c'était difficile pour moi d'en parler et c'était pas évident d'en parler avec les amis, les collègues et même ma famille, hein. C'est-à-dire que mis à part, mon mari et ma fille, personne d'autre n'a été au courant pendant mon burn-out. Alors je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein, parce que c'est vrai que d'être aidé par les amis, ça peut être, plus facile. Enfin surtout si on a des amis à l'écoute parce qu'ils s'ils sont pas à l'écoute, mieux vaut ne pas en parler.
Mais en tous les cas, oui, c'est le socle qui m'a aidée et puis je me suis fait coacher aussi après. Ça m'a beaucoup aidée parce que ça m'a permis aussi, d'en sortir. J'avais besoin qu'on me redynamise quelque part, tu vois? Qu'on me redonne, moi j'ai beaucoup parlé d'étincelles sur mon site internet en disant que j'avais besoin de rallumer l'étincelle, mais c'était ça, parce que j'avais l'impression qu'on avait éteint mon étincelle. Éteint ce qui faisait de moi, justement, tu vois, ton podcast parle de peps et je trouve que c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que j'avais perdu mon peps et retrouver son peps, tu vois, d'ailleurs, ça me redonne l'émotion quand j'en parle parce que de se dire que tu as perdu ton étincelle, c'est dur et quelque part de retrouver son étincelle, ça c'est ce qui vibre, c'est ce qui est vivant à l'intérieur et c'est vraiment ce dont on a besoin. Tu vois, ça me fait un peu bafouiller parce que ça m'émeut de reparler de tout ça, de dire que quelque part, oui, l'étincelle était éteinte et l'étincelle, c'est la vie et c'est ce qui fait ce que tu es. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, oui, elle a besoin de revenir et le coaching m'a beaucoup aidée par rapport à ça, voilà. Et puis oui, j'ajouterais parce que ça, c'est important aussi, excuse-moi, mais c'est, de se reconnecter au corps aussi. Parce que ça, c'est hyper important et c'est vrai que justement mon psychiatre m'a fait toucher ça du doigt, qu'il fallait que je sorte parce que j'avais envie de rester chez moi et de voir personne. Mais que ne serait-ce que de marcher dehors, de se reconnecter à la nature, au corps. Et puis j'ai fait de la méditation, mais alors pas de la méditation forcément comme on peut l'entendre, tu sais, assise dans ma pièce et autres, mais j'ai fait de la méditation notamment le soir avec une application qu'on connaît bien, qui s'appelle Petit Bambou. C'est pas pour en faire de la pub, mais en tous les cas, elle m'a beaucoup aidée et notamment pour m'endormir. Donc je dirais que c'est un peu tout ça mis bout à bout et puis après chacun trouve ce qui lui fait du bien, mais ce qui est important, c'est de trouver justement ce qui fait du bien à soi pour, pouvoir aller mieux. C'est très touchant parce que c'est vrai que, en fait, il y a, derrière ce syndrome une souffrance, immense et profonde et qui est très souvent mal comprise, même des personnes qui nous veulent le plus grand bien, et qui nous aiment et c'est ça qui est d'autant plus dur de le partager, d'expliquer des choses que nous-mêmes on comprend pas forcément. Donc l'importance d'être bien soutenu, que ce soit par, son conjoint, sa famille, ses amis, c'est vraiment ça, c'est trouver les alliés, pour le coup, ces alliés du burn-out, dans l'entourage, dans le sens où elles vont peut-être pas comprendre, ce qu'on vit, mais en tout cas être là et ça, c'est hyper important et la deuxième chose aussi, quand tu reviens, voilà, quand tu parlais des médecins, c'est qu'en fait, ce qui est encore plus difficile, c'est que quand toi-même, tu n'es pas conscient de ce que tu vis et que tu vas chez le médecin, tu dis que tu es pas bien et que le médecin ne sait pas, ce qu'est ne sait pas ce qu'est le burn-out ou n'est pas spécialiste du burn-out et bien, c'est là où, le risque est grand d'être mal aiguillé dans sa reconstruction, dans sa convalescence, dans sa guérison. Il y a des personnes qui savent qu'elles font un burn-out et elles arrivent clairement chez le médecin, elles disent: «Écoutez, là, je sais très bien, voilà, je suis épuisée professionnellement». OK, mais il y en a d'autres et beaucoup, qui savent pas ce qui leur arrive. Et c'est là où c'est très important, comme tu dis, d'être accompagné par des personnes qui connaissent le sujet. Le burn-out, c'est vraiment un syndrome qui est différent, et dont la guérison est complètement différente, en fait. Et puis, surtout, l'accompagnement est pluridisciplinaire. Souvent l'image du couteau suisse que je cherchais personnellement quand j'étais en arrêt, où tu vas aller chercher, bah, voilà, tu as mal au dos, il y a l'ostéo, le médecin, évidemment la base, hein, c'est le médecin, ensuite ostéo, puis après, coach dans la partie où on sent qu'on a l'énergie qui est revenue, et puis après plein d'autres thérapies. Mais c'est vraiment ça, c'est se construire son propre parcours. Exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait, moi, c'est un peu ce que j'ai voulu mettre dans mon livre, c'est-à-dire que je fais plein de propositions et c'est à chacun de prendre ce qui lui convient et ce qui lui correspond. Parce qu'en aucun cas, je ne vais donner d'injonction à personne et puis comment le pourrais-je à distance et c'est pas mon rôle. C'est-à-dire que j'ai expérimenté des choses, les personnes que j'accompagne en expérimentent d'autres. Les gens qui me contactent aussi, parce que j'ai beaucoup de témoignages, en expérimentent elles aussi, des différentes. Et c'est tout ça que j'ai voulu mettre dans ce livre en disant: «Il y a différentes possibilités qui s'offrent à vous, prenez celle qui vous correspondent le mieux». Parce que c'est vraiment à chacun de faire son propre parcours avec ce qui lui convient. Et je voudrais juste revenir sur, les personnes dont tu parlais tout à l'heure avec les alliés. C'est-à-dire que les personnes par contre qui ne sont pas des alliés, eh bien écoutez, il faut vous en écarter. Parce que franchement, quand on est en burn-out, on n'a pas besoin de gens qui vous plombent davantage. Il vaut mieux s'en écarter. En tous les cas, je dirais pendant le temps du burn-out, même si comme je dis dans mon livre, on peut s'en écarter de manière aussi, plus longue que pendant le burn-out. Parce que
Les gens qui vous font vous sentir moins bien après les avoir vus qu'avant, eh bien, c'est pas des gens qu'il faut voir quand vous êtes en burn-out. Et en général, le tri se fait assez naturellement. On voit assez rapidement lesquelles sont porteuses, de qui on sent plutôt un jugement ou en tout cas une incompréhension, mais qui est plutôt sous forme de jugement, on va Mmh. dire. L'incompréhension, elle est normale, mais quand c'est sous forme de jugement, c'est là où c'est pas forcément bienveillant pour sa reconstruction, ouais, effectivement. Alors Marilyn, aussi, une chose qu'on entend très souvent auprès des burn-outés, comme je les appelle, hein, c'est un mot bienveillant, c'est que l'une des choses les plus difficiles à accepter, c'est de s'arrêter. Pourquoi, selon toi, c'est si compliqué? Bah, parce que c'est souvent des personnes qui s'arrêtent pas ou peu. Et là, d'un coup, on veut leur mettre un stop alors que c'est des gens, c'est des personnes qui avancent, qui sont un peu des locomotives dans l'entreprise, hein, qui avancent tambour battant et d'un coup, on veut leur mettre un stop. C'est compliqué et en plus, ce sont des personnes qui ont l'habitude de tenir le coup, à qui on dit que ce sont des personnes qui ont une grande capacité de travail et elles sont fières de tenir, hein, qu'on leur dise qu'elles ont ces grandes capacités de travail. Et elles pensent souvent que de toute manière, bah, c'est une fatigue passagère ou alors que ça va passer. Et d'ailleurs, bien souvent, tu as des gens qui te disent: «Mais avec le week-end, ça ira mieux, avec la semaine de vacances, ça ira mieux», alors qu'on sait que non, avec un week-end et une semaine de vacances, ça n'ira pas mieux parce qu'en plus, le burn-out, ça n'est pas qu'une histoire de fatigue. Et puis, souvent, on t'en a un peu parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que le déni accompagne beaucoup de personnes qui tombent en burn-out. Et on a du mal à y croire, on a du mal à croire que c'est un burn-out et puis parce qu'on a une image, parfois qui est fausse du burn-out, en pensant que ça arrive aux gens faibles, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ça arrive aux gens faibles. Alors quand on pense qu'on n'est pas quelqu'un de faible, bah, évidemment, on n'a pas envie d'être mis dans la catégorie des gens faibles et d'être, étiqueté burn-out, c'est un peu «la honte» entre guillemets. Et puis aussi, bah, je dirais parce que bien souvent, comme ce sont des locomotives dans l'entreprise et bah, on compte sur elles. Qu'est-ce qui va se passer si elles vont pas travailler le lundi? Alors qu'elles ont plein de choses urgentes à faire le lundi? C'est pour ça qu'elles ont pas envie d'être arrêtées. Il y a toujours quelque chose de plus important à faire au travail et qui est plus important que leur santé. En tous les cas, c'est ce qu'elles pensent à ce moment-là. Parce que ça évoluera après. Mais, oui, c'est la honte de s'arrêter, c'est la honte, il y a même, attends, quelque chose d'intéressant, c'est que moi j'ai des personnes aussi qui me disent qu'elles ont honte de profiter de système. Elles veulent pas profiter du système. Enfin, tu vois jusqu'où ça va? Donc non, quand on est en burn-out et qu'on nous arrête, on profite pas du système, hein. On est juste en train d'être arrêté parce que c'est vital et qu'on en a besoin. C'est là où tu vois que c'est parfois difficile aussi de déconstruire ce que tu as hérité depuis l'enfance, parce que, on répond, à des drivers qui sont un peu, sois fort, fais plaisir, fais des efforts, tout ça. Et là, on a l'impression que quand on s'arrête, on fait plus les efforts, et c'est compliqué pour les personnes. L'arrêt, il est vraiment très, très mal vécu pour beaucoup de personnes qui sont en burn-out. Et je sais que, en tous les cas, pour l'avoir vécu, moi, il a fallu que le médecin me mette vraiment, heu, emploie des mots, on va dire, qui sont, forts pour que je m'arrête. En me disant que au début, je l'ai pas cru, hein, quand il m'a dit: «Mais vous savez, ce burn-out est en train de vous sauver la vie», je l'ai pas cru. Et quelque part, quand il te dit: «Maintenant, il faut vous arrêter parce que sinon votre corps, va vous envoyer des signaux encore plus forts que ce que vous vivez», tu te dis: «OK, Marilyn, c'est peut-être bien que là, tu t'arrêtes effectivement et que tu entendes de ce qu'on est en train de te dire». Donc voilà pourquoi c'est compliqué pour les personnes de s'arrêter. Parce qu'elles ne s'arrêtent pas, parce qu'on compte sur elles, parce qu'elles ont des choses urgentes à faire et qu'elles pensent que ces choses urgentes sont plus importantes que leur propre santé. Jusqu'à ce que quelqu'un leur dise finalement attention, votre santé est en train d'en prendre un coup, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'elles sont même peut-être même pas conscientes que leur santé est à ce point affectée, en fait, hein. Il y a, oui, les symptômes, etc., mais comme il y a une grosse croyance qui est que tant qu'on se lève le matin, on n'est pas en burn-out, entre guillemets, elles attendent peut-être, elles se disent, bah, oh, je tiens toujours debout, donc je suis pas en si mauvaise santé que ça, jusqu'à ce que le médecin ou le psy vous dise, attendez, vous savez, vous pouvez mourir d'une crise cardiaque. Exactement. Alors, dans un épisode de ton podcast dans lequel tu interviewes le docteur Leuchémia, Marilyn, donc qui est grand spécialiste du burn-out, il dit une phrase qui est très puissante parmi tant d'autres, hein. On ne réussit son retour que si on a réussi son arrêt. Comment est-ce que tu interprètes cette phrase? Alors déjà, j'adore cette phrase. Et d'ailleurs, tu as pu voir que j'ai repris cette citation dans mon livre parce que je la trouve puissante et tellement vraie.
Alors, ce qu'il y a derrière, c'est que l'arrêt seul ne suffit pas. L'arrêt seul ne suffit pas, c'est-à-dire qu'en fait, il est nécessaire, indispensable, vital, mais il n'est pas autosuffisant. C'est-à-dire que l'arrêt, ça nous permet d'être extrait du contexte qui fait souffrir, c'est-à-dire au travail, et ça donne l'opportunité à la personne de récupérer. De récupérer, de se ressourcer, de se reposer et de retrouver un minimum d'énergie pour pouvoir ensuite travailler à sa reconstruction et à son retour au travail, dans l'entreprise ou pas dans son entreprise, c'est la personne qui choisit. Mais en tous les cas, ça permet de faire ce parcours. Parce que récupérer ne suffit pas. C'est pour ça que penser qu'on peut juste être arrêté, se reposer et revenir, quand on a fait un burn-out sévère, quand on est tombé vraiment bas, quand on était au fond du trou, eh ben non, récupérer ne suffit pas. Et c'est pour ça qu'on réussit son retour si on réussit son arrêt. C'est vraiment ça. C'est de dire, OK, vous êtes arrêté, mais l'arrêt, c'est ça qui va vous permettre de vous reconstruire et il y a un temps pour l'arrêt. Et c'est pour cette raison aussi que quand les personnes veulent vite, vite, vite reprendre le travail, elles sont malheureusement dans l'erreur parce qu'il y a un temps pour se reconstruire et ce temps pour se reconstruire, tu vois, il correspond aux 5 premières étapes de mon livre et c'est ça le temps de la reconstruction et pour moi, c'est ce que j'ai voulu mettre avec, ce temps de préparation au retour, ce sont les 5 premières étapes de mon livre, sachant que la 6e, c'est le retour dans l'entreprise. Mais on réussit son arrêt pour moi si on prépare son retour et donc si on réalise les 5 premières étapes du parcours de ce livre. Voilà. Et c'est là qu'on prend conscience que s'il y a 5 étapes sur 6 qui sont liées à la préparation, d'où l'importance de bien préparer son retour en réussissant son arrêt, quoi, hein. C'est vraiment ça, en se reconstruisant suffisamment pour ensuite pouvoir, achever sa guérison en reprenant le travail finalement. C'est ça parce que, tu vois, dans mon livre, la première étape, c'est justement récupérer. Donc ça veut dire qu'il y en a 4 autres avant de retourner au travail. Et si tu as pas fait ces 4 autres, eh ben, c'est vrai que quand tu retournes au travail, il te manque des choses parce que tu as pas pris du recul, tu as pas réfléchi à ton après et ça, c'est extrêmement important. Alors beaucoup de personnes en arrêt, se posent une question assez existentielle et légitime qui est, comment je saurais si je suis prêt à retourner travailler? Alors selon toi, est-ce qu'il existe le bon moment ou en tout cas des prérequis nécessaires à ce retour au travail? Alors ce bon moment, c'est vrai que c'est pas forcément facile, mais je dirais que le bon moment, c'est déjà, tu vois, quand on a passé les 5 premières étapes. Alors les 5 premières étapes, pour moi, c'est celles que j'évoque dans mon livre, et que j'ai écrites. La première, tout d'abord, c'est évidemment de récupérer. Parce que tu peux pas te mettre en action si tu as pas récupéré ton énergie, donc ça, c'est la base, c'est comment on récupère. Donc ça, c'est l'étape 1. La deuxième étape, pour moi, c'est comprendre ce qui a déclenché le burn-out et ça, c'est hyper important, cette compréhension, pour justement ne pas reproduire par la suite, les mêmes choses. Parce qu'évidemment, même cause, mêmes effets, enfin, voilà. La troisième étape, c'est penser son après burn-out. C'est-à-dire, quand on pense son après burn-out, c'est, définir les changements individuels qu'on a envie d'opérer pour la suite et puis aussi et surtout, identifier les signaux d'alerte pour ne plus retomber en burn-out. Ça, c'est extrêmement important également. Il y a ensuite, l'étape 4 qui est de réfléchir aux conditions de retour et au champ des possibles et ce qui est intéressant dans cette étape 4, c'est que j'aborde, tu vois, les différents dispositifs d'aide à la réflexion qu'on peut avoir et qui sont parfois méconnus. Et puis de faire aussi le point sur ses aspirations professionnelles et parfois le champ des possibles et c'est pour ça que j'aime bien cette expression du champ des possibles, est plus large qu'on ne peut y penser au départ. Et c'est pour ça que dans cette phase, c'est souvent intéressant de se faire accompagner, soit par un bilan de compétences, soit par un coach qui va vraiment, vous permettre de réfléchir à tout ce qui est possible et aller peut-être au-delà de ce à quoi vous pensiez. Donc ça, c'est assez riche. Et puis évidemment après, c'est de préparer le retour en entreprise parce que pour moi, si on ne prépare pas ce retour, ça va être compliqué de pouvoir revenir. Donc ça, c'est en fait, je vais encore dire que c'est important, mais je trouve ces 5 étapes extrêmement importantes. Donc si tu veux, pour moi, ça passe vraiment par ça et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre en plus, parce que j'en ai vraiment la conviction qu'un retour au travail, ça se prépare. Donc je peux pas te dire autre chose, tu vois, que ces 5 étapes qui sont importantes et la 6e qui est le retour dans l'entreprise et où là, le jour du retour, avec tout ce qu'on a préparé avant,
eh bien, normalement, il doit se passer, on va dire, de la meilleure des manières possibles. Même si ce ne sera pas idéal, même si ce ne sera pas excellent, même si ce ne sera pas parfait, il se passera peut-être de la meilleure des manières possibles, s'il y a une envie aussi du côté de l'entreprise. Et ça, c'est fondamental, mais on y reviendra sûrement après. En tous les cas, pour moi, il y a déjà tout ça qui est un prérequis. Et après ce bon moment, j'ai envie de dire aussi, qui va s'évaluer avec, le médecin traitant ou le psychiatre qui suit la personne. Parce que c'est important aussi de placer le curseur entre une appréhension, on va dire, qui est assez courante et compréhensible quand on a été absent plusieurs mois, entre la boule au ventre, qui est encore présente, les émotions qui sont encore à fleur de peau quand on parle de l'entreprise et qu'on sent que ça monte et que ça monte dès qu'on en parle, avec, l'angoisse peut-être de remettre le pied dans l'entreprise. Enfin, tout ça, ce sont des signes qui sont à prendre en compte, qui sont révélateurs, qu'on n'est peut-être pas encore tout à fait prêt. Voilà. Et ça me paraît aussi important d'écouter son corps et de faire la différence entre une appréhension qui, on va dire, est normale, un peu comme quand tu sais, quand on revient de vacances et puis, que on va pour la rentrée scolaire ou pour la reprise du boulot et puis on se dit: «Oh, j'étais quand même bien en vacances» et puis tu as cette petite appréhension du retour et cette peur paralysante qui indique, que le retour est peut-être un peu prématuré. Oui et puis comme tu le dis si bien, le médecin traitant est justement là pour, accompagner la personne à ce moment-là, sur le OK ou pas OK de reprendre, ne serait-ce que, progressivement, à temps partiel thérapeutique et cetera et parce que beaucoup de personnes, qui voient la reprise approcher, ont aussi les symptômes qui reviennent, les insomnies, les ruminations et cetera et se disent: «Ah bah non, s'il y a tout ça qui revient, c'est que je suis pas prêt». Donc en fait, c'est aussi évaluer qu'est-ce qui, comme tu le dis si bien, est de l'ordre de l'appréhension qui est normal parce que le corps, il a quand même vécu un traumatisme, hein, c'est vraiment dans le corps et donc il a le système d'alarme là qui se remet en route. Puis en fait, une fois recommencé, souvent, bah, on se rend compte que OK, il y avait l'appréhension qui était vraiment plus forte que tout et que, bah, c'est bon, une fois qu'on est lancé, on est lancé. Donc c'est ça toute la difficulté, aussi pour, bah, le médecin, c'est de savoir si c'est le bon moment, pour que son patient reprenne, ou pas et d'où l'importance d'être, bien accompagné dans cette période de reprise. Complètement et en plus, c'est pour ça que cette préparation est tellement nécessaire. Parce que quand on fait cette préparation, dans le livre, tu vois, j'aborde comment on recontacte l'entreprise, comment on parle des sujets qui comptent pour soi, comment on prépare sa feuille de route pour l'après. Plein de choses comme ça qui vont permettre d'évoquer, quand on va reprendre le contact avec l'entreprise, qui vont permettre d'évoquer les points qui sont importants pour soi et qui font peur des fois et qui suscitent ces ruminations et qui suscitent ces inquiétudes et que quand on a levé ces ruminations ou ces inquiétudes, eh bien après on est un peu plus serein, tu vois, quand on revient. Donc c'est pour ça que, pour moi, la préparation est nécessaire, notamment pour le retour au travail de manière globale, mais est encore plus nécessaire quand on retourne dans sa propre entreprise. Alors Marilyn, on sait, que le burn-out, naît à la rencontre entre un individu et une organisation. Il est multifactoriel. Alors qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui a fait tout un travail de reconstruction personnelle, qui a bien suivi tes 5 étapes pendant, son arrêt de travail, mais dont les conditions de travail sont toujours aussi problématiques à son retour? Alors justement, l'étape 5, hein, permet de préparer ce retour et notamment dans cette étape 5, moi je conseille de reprendre contact avec l'entreprise pour discuter de ce retour et de pas revenir le jour J, tu sais, sans l'avoir préparé et déjà quand tu vas préparer ce retour, alors il y a tout un process, hein, que je décris dans le livre, mais en tous les cas, ça permet de prendre la température, déjà, je trouve. Ça permet de prendre la température avec est-ce que tu as quelqu'un face à toi qui est ouvert à procéder à des changements ou si déjà tu vois que le retour que tu peux avoir, c'est: «Bah, non, on va rien faire parce que c'est comme ça et c'est pas autrement». Parce que si c'est comme ça et que c'est pas autrement, bah, là se posent d'autres questions, c'est de savoir si tu y retournes ou pas. Parce que si c'est comme ça et c'est pas autrement, heu, ça va être compliqué d'y retourner et comme on disait tout à l'heure, même cause, mêmes effets, eh bien, il est fort à parier que c'est le risque de rechute est élevé si rien ne change. Et cette prise de température justement, ça permet de voir que si on peut pas changer les choses, ce qui malheureusement est parfois le cas, hein, dans beaucoup d'entreprises, et ben, j'ai envie de dire que un peu, tu vois, une phrase que dit, Jean-Christophe Seznec, qui est psychiatre, que j'aime beaucoup, et ben, à un moment donné, il faut aller planter sa tente ailleurs.
C'est un peu ça malheureusement. Alors c'est vrai qu'on n'a pas toujours envie d'aller planter sa tente ailleurs parce que, pour certains, quand ça fait longtemps qu'ils travaillent dans l'entreprise, il y a des avantages financiers, il y a tout ça, je sais, malheureusement. Mais à un moment donné, c'est de se dire aussi: «Qu'est-ce qui est le plus important pour moi actuellement?» C'est est-ce que les avantages financiers que j'ai dans l'entreprise, même si j'ai 50 ans, et même un peu au-delà, heu, comptent tellement que je me dis que c'est pas grave et je vais quand même rester dans cette entreprise? Ou est-ce que non, là, ma santé, je sais que je pourrais plus continuer comme ça et que je vais aller ailleurs parce que je ne peux plus travailler dans ces conditions? Et là, après, il y a plusieurs cas de figure. Soit tu pars comme ça en démissionnant pour certains, heu, soit tu te fais accompagner par un avocat pour voir, si, tu peux avoir autre chose, soit tu vois avec ton entreprise si tu peux faire une rupture conventionnelle et puis tu peux aussi te faire accompagner par différents acteurs qui sont dans l'entreprise, qui sont le CSE, le médecin du travail. Le RH aussi, parce que des fois il peut être, favorable avec toi ou comme je disais, un médiateur, un avocat. Mais sachant que quand on a recours à l'avocat, c'est vrai qu'en fonction de la manière dont ça va se dérouler, le retour en entreprise peut être, assez compliqué quand même. Il y a aussi la réalité qui est que des fois, l'entreprise, ça la gêne pas si tu reviens pas, en fait. Et ça, faut être conscient de ça. Et si c'est ça, ça veut dire qu'il vaut mieux repartir, parce que dans un cas comme celui-ci, de toute manière, le retour se passera pas bien. Alors c'est dur à accepter, hein, ça, d'avoir ce sentiment de n'être qu'un numéro hein, finalement, alors qu'on a passé tant d'années dans une entreprise, c'est pas facile à accepter pour beaucoup, mais voilà, c'est pour un mieux dont on n'est pas conscient sur le moment, par contre, hein. Oui, et puis c'est vrai qu'il est difficile aussi pour certains, parce que c'est pas facile de rebondir pour tout le monde. C'est pas facile le changement. C'est pas facile par rapport à, sa situation familiale, il y a des gens qui sont, parents isolés, on sait bien aussi que, moi qui suis qu'un cas, je connais le sujet et je vois bien, tous les échanges qu'il peut y avoir sur LinkedIn pour tous les gens qui ont plus de 50 ans, qui ont du mal à retrouver un travail, c'est une réalité. Donc c'est pour ça qu'il est important de se faire accompagner pour prendre les bonnes décisions, les décisions qui correspondent à chacun. Et ça, je l'aborde avec les différents choix possibles, avec il y a aussi le retour dans l'entreprise où on se dit: «Ben, j'y retourne quand même», en me disant que je m'investirai moins qu'avant, mais j'y retourne quand même parce que pour moi, c'est la meilleure des solutions et c'est acceptable si c'est, pris en conscience ce choix. C'est tout à fait acceptable, ce qui est important, c'est quel est le choix qui est le plus pertinent pour moi et c'est pas moi qui vais dire à la personne quel est le choix le plus pertinent pour elle, mais par contre, je lui apporte les clés de réflexion et c'est ce qui me semble, en tous les cas être une aide. Voilà. Ouais, tout à fait. La personne, même si c'est difficile à s'écouter, saura au fond d'elle, elle aura une petite voix qui lui dira ce qui est bon, ou en tout cas le mieux pour elle à ce moment-là. En tout cas, une fois sortie du brouillard mental, et c'est ça tout l'intérêt de l'arrêt aussi, c'est de sortir de ce brouillard mental qui fait qu'on voit aucune issue, on voit aucune solution à rien. Et c'est seulement une fois qu'on a avancé dans cette reconstruction qu'on est capable de se dire, OK, bon, là maintenant, avec tout ce travail que j'ai fait sur moi, qu'est-ce qui est bon pour moi à l'instant T? Avantages, inconvénients, etc. Et prendre sa décision en toute connaissance de cause, en fait. Ça ne veut pas dire se résigner, ça veut dire juste, OK, je prends cette décision, qu'elle soit bonne, pas bonne, mais je la prends, en fait. Et après, on verra. Complètement et puis ça, c'est d'autant plus, on va dire «facile» entre guillemets, si tu n'as pas un management toxique. Bon, si tu as un management toxique, alors ça, faut vraiment pas y retourner parce que voilà, là, c'est la rechute assurée. Surtout si, en fait, au niveau de la direction, ils n'ont rien envie de faire et ils n'ont pas envie de soit de proposer un autre poste, ou soit que, le manager lui-même, on lui demande de changer ses méthodes ou même qu'on lui demande de quitter la société. Mais ça, c'est rarement fait. Moi, je le vois dans les exemples que je peux avoir. Donc ce qui veut dire que si on n'a pas un management toxique, mais que si c'est des manques de moyens et autres et qu'on essaye de pallier à ce manque de moyens, des fois, il est possible d'y retourner en se disant: «Maintenant, je me mets moins la pression à ce niveau-là et je travaille d'une manière différente». Mais ça, c'est vrai qu'il faut vraiment en avoir conscience et moi, j'ai quelqu'un de 57 ans qui est retourné dans son entreprise et qui pour cette personne, c'est la meilleure des solutions parce qu'il m'a dit: «Moi, je veux pas repartir maintenant sur le monde du travail. J'ai pas envie de créer une entreprise» parce qu'être auto-entrepreneur, c'est pas non plus la panacée, hein, il faut être dans la réalité. Mais c'est de dire: «Là, il me reste encore quelques années à travailler. Je pense que pour moi, la moins
mauvaise des solutions, c'est quand même d'y retourner. Mais par contre, entre-temps, il a appris à dire non, il a appris à poser des limites et il a aussi identifié ses red flags. Donc, à savoir, attention, quand je commence à voir ces signaux-là, qu'est-ce que je fais? Alors tu parlais justement aussi de manque de moyens dans l'entreprise. Tu accompagnes aussi des managers et des RH donc qui sont parfois eux-mêmes, démunis face à la situation, soit par manque de moyens, de ressources, voire eux-mêmes, les premiers épuisés finalement. Qu'est-ce que tu observes, chez ces personnes en particulier face, à ces situations de burn-out, de retour en entreprise? Alors ce que je constate, c'est qu'ils méconnaissent beaucoup le syndrome. C'est qu'on voit que l'information, pourtant, sur les réseaux, j'ai l'impression qu'il y a énormément d'informations, mais c'est vrai que l'information avec la compréhension de ce qu'est le syndrome véritablement, n'est pas encore là. Parce que, ce que je vois avec certains RH, c'est qu'ils ont l'impression que quand la personne va revenir, bah, OK, on va la mettre à temps partiel et puis, bah, quelque part, en gros, le problème sera réglé et elle reprend doucement et puis, petit à petit, on fera des points avec elle et tout se passera bien. Sauf que ce qu'ils minorent beaucoup, je trouve, c'est à quel point la personne a changé pendant son burn-out si elle s'est faite accompagner. Et certains me disent: «Ah mais oui, mais que c'est dur en fait d'accompagner quelqu'un qui revient d'un burn-out». C'est pas que c'est dur en soi, c'est que la personne, elle a changé, il y a des choses qu'elle va plus accepter quand elle va revenir et que si l'organisation de son côté ne modifie rien, eh bien forcément, il y a un déséquilibre. Parce que la personne n'est plus prête à accepter ce qu'elle acceptait avant, parce qu'elle s'est rendue compte que ça l'a menée au burn-out et qu'elle n'a pas envie de rechuter. Et cette peur de la rechute, eh bien, elle l'a bien en conscience et elle veut plus se cramer, se brûler au travail. Et c'est pour ça que ça semble compliqué parce que ce que la personne acceptait avant, elle ne l'accepte plus. Donc, il y a pour moi la méconnaissance du sujet. C'est vrai que certains, bah, se sentent impuissants parce que même si des fois il y a un manager toxique, bah, ils ont pas les moyens de licencier parce qu'au niveau de la direction peut-être générale, on leur dira: «Bah, oui, mais lui, on a besoin de lui parce qu'il a des compétences techniques qui sont rares, recherchées et donc on préfère le garder». Donc ce qui fait que cette impuissance, bah, elle est pas facile à vivre non plus pour les RH et je dirais que certains sont aussi désabusés parce que justement comme ils ont pas les moyens de faire ce qu'ils aimeraient faire, eh bien certains préfèrent démissionner. Et moi, j'en vois même qui sont vraiment au beurre du burn-out qui me contactent et qui préfèrent démissionner parce qu'ils préfèrent qu'on pense qu'ils ont démissionné pour un autre projet plutôt que de penser qu'ils démissionnent parce qu'ils sont au bord du burn-out. Parce que si jamais, il y a une prise, tu sais, de référence avec l'ancien employeur, ils veulent pas qu'on dise qu'ils étaient complètement épuisés et qu'ils n'ont pas «assuré» entre guillemets, bien évidemment, parce que tu sais bien que penser qu'on puisse être une personne faible en tant que RH ou manager, c'est extrêmement mal vu pour retrouver un poste ailleurs. Et c'est pour ça que, voilà, ces postes-là, il y a voilà, que ce soit les managers, les RH, peu importe finalement le degré de hiérarchie, le poste dans l'entreprise, le burn-out n'épargne personne. C'est important, voilà, de ne pas non plus stigmatiser, que ce soit les managers, ou les RH qui eux-mêmes, sont souvent démunis aussi face à cette ampleur. Complètement et puis, le burn-out, comme tu le dis si bien, il touche, toutes les personnes de l'entreprise et toutes les entreprises. Moi, j'ai vu des personnes qui travaillent dans des ONG, dans des associations, et beh, aussi qui étaient touchées par le burn-out. Donc même si, on va dire, l'objet de ce pourquoi on travaille, de ce qui nous motive et que même si on a tous en fait cette motivation tous ensemble dans l'équipe et qu'on veut faire bien et cetera, le burn-out existe dans toutes les entreprises. Parce qu'il y a des fois on parle des managers toxiques, mais tu as aussi des salariés qui sont toxiques, hein, avec leurs propres collègues et ça aussi ça fait du mal. Et c'est pour ça que pour le manager aussi quand tu ne t'occupes pas d'un salarié qui est toxique et qui fait du mal dans l'équipe, eh bien ça peut aussi avoir des incidences qui mènent au burn-out. Ça, je le vois, hein. L'absence de prise de décision, le fait de ne pas intervenir dans une situation conflictuelle, ça n'envoie pas un message, positif aux membres de l'équipe qui souffrent de ce collègue, toxique. Bah oui, c'est ce qu'on appelle le courage managérial et malheureusement, c'est vrai que des fois, il y a un manque de courage managérial pour prendre des décisions qui sont importantes pour le reste de l'équipe. Parce que, il arrive aussi, que quand tu as plusieurs locomotives dans une équipe, que finalement que les 2 locomotives se mettent à fond et même s'il y a une espèce, de surenchère ou de compétition où l'un qui veut écraser l'autre, que ça puisse servir dans un certain sens, hein, parce qu'à long terme, c'est voir court terme que d'avoir cette technique. Mais c'est vrai qu'à court terme, ça peut servir un peu dans l'équipe avec des objectifs qui sont réalisés. Mais
une mauvaise ambiance dans une équipe, c'est jamais bon pour l'équipe. Alors maintenant, je vais aborder une question qui peut paraître cliché. On parle souvent d'un profil type du burn-outé et notamment du perfectionnisme. Alors, qu'est-ce que tu constates selon toi? Est-ce que c'est un cliché, une réalité? Comment tu vois ça? Alors ça, c'est un peu compliqué parce que c'est vrai que je sais pas si on attire à soi, des caractéristiques qu'on a déjà, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de gens qui me contactent qui sont perfectionnistes, hein. Et j'observe cette tendance justement, pour les gens qui me contactent ou que j'accompagne. Mais ce que je peux dire de manière générale quand même, parce que, bah, je pense notamment à quelqu'un que j'ai accompagné qui était pas tant perfectionniste que ça, mais ce que je constate, c'est que ce sont des gens engagés, ça c'est sûr. Ce sont des personnes qui sont très engagées, très investies, qui ont une grande conscience professionnelle et qui aiment faire un travail de qualité et dans les délais qu'on leur a donnés. C'est-à-dire que pour eux, c'est ça le travail de qualité. C'est-à-dire que tu rends un travail dans les temps, mais tu rends un travail qui est de bonne facture, on va dire, quoi. Après, là où justement, ce qui est délicat, c'est comment on ajuste les curseurs. Quels sont les standards qu'on se pose? Parce que souvent, le standard de la qualité, moi je le vois avec les personnes que j'accompagne, qui me contactent, les standards de la qualité sont quand même assez élevés pour les personnes qui tombent en burn-out. Et sachant que bah, justement, ces curseurs, eh ben, ils sont variables selon chacun. Et je pense que ce qui est important, et ça je l'aborde aussi beaucoup dans mon livre, c'est de s'assurer de ce qui est attendu quand doit rendre un travail. Parce que des fois, on peut être des monsieur ou des madame plus, tu sais, pour faire plaisir, parce que comme beaucoup de personnes ont envie de faire plaisir, ont envie que ça se passe le mieux possible, c'est de voir, oui, où je mets le curseur. Parce que je dirais qu'en résumé, les personnes qui tombent en burn-out, c'est des personnes qui vont se mettre en 4 pour répondre à la demande. Et même quand elles ont pas les moyens, et c'est pour ça qu'après elles s'épuisent. Parce que comme elles aiment faire plaisir, comme le travail est important, comme aussi elles sont très sollicitées, parce que justement comme elles rendent un travail de qualité, elles sont très sollicitées aussi par les pairs, par les managers. Donc ce qui veut dire que, ce sont des personnes qui ont quand même beaucoup à faire. Mais je dirais que même, tu vois, quand ces personnes sont engagées, très investies, qu'elles travaillent beaucoup, alors je dirais pas, tu vois, dans les hôpitaux, où il manque cruellement de moyens et que tu es en mode urgence tout le temps 24/24, hein. Je parle pas du mode urgence qu'on peut ressentir dans les hôpitaux et où en plus, là, tu as la vie des patients qui est en jeu. Où là, tu es dans une dimension qui peut aussi être, différente, anxiogène parce que la vie humaine est en jeu. Mais dans les entreprises, on va dire plutôt en général, quand il y a pas la vie qui est en jeu de quelqu'un, c'est pas l'implication pour moi du travail qui pose problème, mais c'est plutôt justement cette qualité empêchée, tu vois, qu'on peut rencontrer. Et cette qualité empêchée qui épuise les gens parce que, eh bien, elles essayent de faire bien, plus, mieux, mais avec des fois des bouts de ficelle. Et c'est ça qui les épuise. C'est pas tant finalement le fait qu'elles travaillent et que parce que ça, elles aiment travailler, donc ça, c'est pas un sujet, mais c'est le fait qu'il y ait le manque de moyens et qu'après, avec ce manque de moyens en plus, si tu as un manque de communication, un manque de reconnaissance, un manque de latitude décisionnelle, tu as tout ça, si tu veux, qui s'agglomère et qui fait que pour la personne, eh bien, à un moment donné, en fait, tu craques, hein. Là, c'est le cocktail explosif, hein. C'est ça. Mais c'est pas tant le travail en tant que tel, parce que les gens qui font un burn-out sont des bosseurs, donc le travail leur fait pas peur. Mais c'est tout le contexte organisationnel qui après s'agglomère, qui fait que à un moment donné, ça va plus. Et d'ailleurs, même tu vois, moi je vois, j'accompagne, tu vois, des personnes qui travaillent dans leur entreprise depuis plus de 20 ans et puis pendant plus de 20 ans, elles ont travaillé un petit peu comme ça, en étant très engagées et investies, ça leur a pas posé problème. Sauf qu'à un moment donné, tu peux avoir un management qui devient différent, tu peux avoir un contexte qui change, des demandes qui ne sont plus les mêmes, les valeurs qui ne sont plus incarnées et là tu as tout qui s'écroule. Merci Marilyn. Alors on arrive gentiment vers la fin de cet épisode, mais j'aurai encore quelques petites questions à te poser, si tu veux bien. Alors tu te présentes comme une heureuse quinca. Alors j'aurais envie de te demander quel message tu aurais envie de te transmettre à ceux et celles qui justement à 40, 50 ou plus se demandent s'il n'est pas encore trop tard, s'il n'est pas trop tard plutôt pour se réinventer. Alors ça, tu sais que l'âge, ça pourrait être un autre sujet qui me passionne ça. Parce que j'entends tellement de gens qui ont l'impression que leur vie est finie à 45 ans
que je me dis: «C'est pas possible en fait, non, elle est pas finie, il y a encore plein d'années devant nous». Enfin, évidemment, si tu as pas de maladie grave, hein, je parle pas que si tu as une maladie grave parce que là, ça rebat les cartes d'une autre manière et puis encore, tu as toutes ces personnes qui ont des maladies graves et qui après rebondissent et puis en font quelque chose également. Mais non, enfin à 40 ou 50 ans, enfin, la vie est pas finie. Puis en plus, moi, je suis quinquas, mais tu vois, bien avancée en plus dans la dizaine, comme j'ai l'habitude de dire. Mais c'est pas l'âge qui est un frein pour moi, c'est le manque d'envie. C'est est-ce qu'on a envie ou est-ce qu'on n'a pas envie? Est-ce que tu as envie de faire des choses ou est-ce que tu n'as plus envie de faire des choses? Est-ce que tu as envie de découvrir? Est-ce que tu as envie d'apprendre? Est-ce que tu as envie, de mettre du peps dans ta vie? Enfin, tu vois? Non, mais ça me va bien le nom de ton podcast parce que franchement, c'est ça, c'est est-ce que tu as envie d'avoir une vie, après je critique pas, hein, parce qu'il y a des gens pour qui ça convient tout à fait et c'est parfait pour eux, mais moi, c'est pas mon approche. Moi, je suis, dans le fait d'avoir encore envie d'apprendre des choses, de découvrir et justement, bah, je suis tombée hier sur une interview d'Antoine Decaune, tu sais? Qui a 71 ans. Tu le vois en photo d'ailleurs, mais cet homme, il fait pas du tout 71 ans et on ils lui ont posé justement des questions à ce sujet-là et ils lui ont demandé, «Mais qu'est-ce qui fait votre longévité, votre vitalité? Vous avez fait de la chirurgie, tout ça?» Il dit: «Non, non, je vous assure que j'ai pas fait de chirurgie», mais il dit: «J'ai l'impression que» bon déjà, il dit: «J'ai peut-être des bons gènes», tu vois? En rigolant et il dit, «J'ai l'impression aussi que c'est la curiosité». Mais c'est ça en fait, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire? Moi, tu vois, là, je suis quinquate, tu en as qui me disent: «Ah non, moi, vous comprenez, là, à mon âge, l'informatique, ils sont plus jeunes que moi». Je dis: «Mais non, mais l'informatique, c'est pas un frein si on s'y met, c'est pas un frein si on regarde les vidéos explicatives sur YouTube». Moi, je regarde énormément de vidéos explicatives sur YouTube pour faire des choses. Quand j'ai lancé mon podcast, bah, j'ai regardé comment on créait un podcast, quel logiciel il fallait faire pour faire un podcast. Enfin, tu vois, je me dis: «Je me mets pas de frein». Alors évidemment, bah, là, ça va parce que les neurones sont encore en mouvement. Si j'ai un problème au niveau, après, tu vois, des neurones un peu plus ralentis, bah, je ralentirai le pas. Mais j'ai l'impression que, en fait, en tous les cas, en ce qui me concerne, moi, j'ai besoin qu'il y ait du mouvement, qu'il y ait du désir, qu'il y ait des choses qu'on a envie de faire et tu vois, bah, là, j'ai écrit ce livre. J'ai écrit ce livre à 57 ans. Je me dis: «Il y a pas de frein à se mettre et pourquoi pas? Et pourquoi je l'aurais pas écrit vu que j'en avais envie?» Et ça se trouve, je sais pas, tu vois, ce que me réserve l'avenir. Il va peut-être y avoir d'autres trucs incroyables qui vont m'arriver parce que je sais pas ce qui peut arriver. Comment on peut savoir ce que nous préserve l'avenir? Donc non, j'attends les surprises, mais en plus, bon les bonnes évidemment de préférence parce que le burn-out aussi, je l'ai pas vu Oui, arriver, on s'en mais passerait, hein. c'est ça. Mais non, j'ai envie de vivre des choses et puis en plus, moi j'aime bien les rencontres, les aventures humaines, enfin j'ai envie de faire des choses. Donc tant que l'envie est là, pour moi, je me dis: «On peut faire des choses». Après, bah, quand vous avez plus envie, bah, après chacun sa vie, hein, tu vois? Moi, je porte pas de jugement, c'est chacun sa vie. En tous les cas, pour moi, c'est pas la mienne. Mais ce que ce que je réfute, c'est qu'on donne l'excuse de l'âge. Voilà. Si on n'a pas de maladie grave, bien évidemment. Avec le recul, si tu pouvais du coup, avec cette belle énergie là que tu mets dans tout ça à 57 ans où tu sors ton livre, qu'est-ce que tu pourrais dire à la Marilyn en plein burn-out de 2021? Quel message tu voudrais lui passer? Bah, j'ai l'impression qu'elle me croirait pas, en fait. La pauvre, quand je me revois au fond du trou en 2021 et que je lui dirais, alors attention, hein, je vais pas dire que je suis pas Alice au pays des merveilles, tout n'est pas dans un monde merveilleux, il y a des difficultés, mais bon, je pense que je lui dirais: «Ben, actuellement ce que tu vis, c'est très dur. Ça, je vais pas remettre ça en question. Tu vis un burn-out en plus, pour moi qui avait impacté mais très, très fortement mes capacités cognitives. Alors j'avais des problèmes de réflexion, d'attention et de mémorisation. Donc franchement, j'avais très peur, par rapport à ça, de la récupération que je pouvais en avoir et ça, c'est vrai que c'était une grosse angoisse. Mais, je dirais qu'il y a des choses belles qui vont arriver. Ce sera pas facile parce que, bah, quand tu crées ton entreprise, c'est pas facile. Tu étais salarié pendant 30 ans donc, il y a des choses que tu connais pas. Bah, tu vas te renseigner, tu vas avancer sur ton chemin, tu vas passer les étapes les unes après les autres. Finalement, tu sais, c'est un peu les étapes de la reconstruction, hein. Quand tu fais après, avec ton parcours et que tu te réinventes, ça continue. Mais pas à pas, tu avances et moi, j'étais très, très inquiète, à l'époque, par rapport au fait de gagner sa vie, comment j'allais la gagner et cetera. C'était une très grande angoisse de me retrouver, bah, sans argent, enfin, je veux dire, c'est une, réalité
Et puis après, je me suis dit, «Eh bien écoute, on va avancer pas à pas, on verra bien comment les choses se déroulent» et ça s'est fait comme ça. Mais c'est vrai que si je parlais à la Marilyn de 2021, je lui dirais surtout parce que ça a tellement accompagné longtemps, c'est de lui dire, «N'aie pas honte, tu n'es coupable de rien avec ce qui t'est arrivé» parce que ça, c'est hyper important et je pense que cette honte, si j'avais pu la quitter plus rapidement parce qu'elle m'a quittée, vraiment que quand j'ai commencé à en parler sur les réseaux sociaux. Mais oui, ça serait «N'aie pas honte» parce que ça rajoute à la douleur et franchement, ça sert pas à grand chose si ce n'est à souffrir davantage. Et puis je lui dirais aussi: «Bah, écoute, tu vas comprendre, ce qui s'est joué aussi pour toi au fil des semaines» et c'est pour ça que tu sais dans mes étapes, je dis que la compréhension est très importante. Parce que bien souvent quand on nous demande: «Mais, tu as fait un burn-out, mais comment tu es tombée? Qu'est-ce qui t'est arrivé et tout?» Tu n'arrives pas à expliquer au tout début ce qui t'est arrivé. Et quand tu essayes de l'expliquer, en plus, tu l'expliques mal et ce qui fait que les personnes, presque ont l'impression, enfin, la sensation de dire: «Bah, attends, ouais, mais tu sais, c'est pas facile, pour personne et cetera». Pourquoi? Parce qu'en fait, tu n'as pas fait quelque part, j'en parle un peu dans le livre aussi, tu sais, l'arbre des causes finalement de ton burn-out, de tout ce qui a gravité et qui a causé. Et quand tu commences vraiment à te poser des questions, à réfléchir à tout ça, tu dis: «Ah mais oui, mais c'est vrai, mais il y avait ça aussi. Ah mais oui, mais c'est vrai, mais il y avait ça aussi. Ah mais oui, mais il y avait ça». Et là, quand une fois que tu as fait vraiment l'arbre des causes de ton burn-out, tu comprends mieux pourquoi tu es tombé. Et ça, c'est extrêmement important cette compréhension et ça, j'en parle dans le livre parce que, et bien, du coup, tu te rends compte que, OK, tu avais des facteurs individuels, hein, mais il y avait des facteurs organisationnels et les 2 mêlés ont fait que c'est ça qui t'est arrivé et que tu n'étais pas coupable. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Et puis, voilà, comme je lui dirais aussi: «Bah, ce sera pas facile, mais aie confiance, aie confiance, n'aie pas peur». Parce que c'est ça, c'est qu'on a peur. On a peur quand on sort d'un burn-out, on a peur de ce que va être l'après, on se dit: «Mais qu'est-ce qui va se passer pour moi?» Bon, moi, je suis pas encore à l'âge de la retraite, hein, il y a encore des années devant moi, je sais pas ce que seront les années devant moi, mais je lui dirais quand même plein de belles choses t'attendent et puis tu vas être sacrément surprise. Parce que toi qui aimes bien les belles rencontres, tu vas en faire de belles, ça c'est sûr. Je sais pas si je lui dirais qu'elle va écrire un podcast et qu'elle va écrire un livre parce que elle croirait pas, elle penserait que, après peut-être que ça lui donnerait de l'espoir, faudrait peut-être que je lui dise, tu vois? Je sais pas, je sais pas. Mais je pense qu'elle aurait du mal à y croire, oui. Du mal à y croire. Mmh. Bon, en tous les cas, c'est ce que j'ai envie de dire, bah, aux gens là, bah, justement pour les gens qui traversent ça, c'est surtout, vous êtes des belles personnes, hein. Vous êtes, oh ça me fait monter l'émotion que de dire ça, mais vous vous êtes beaucoup engagés, vous avez beaucoup donné et c'est ça, n'ayez pas honte de ce que vous êtes en train de vivre, hein, parce que la honte en fait, elle vous fait vivre ça beaucoup plus durement et vous n'avez pas besoin de vivre ça plus durement parce que c'est déjà assez dur, que vous n'êtes pas coupable de ce qui vous arrive. Alors évidemment, de par des caractéristiques comme, le fait plaisir et des choses comme ça, on peut être, comment dire? Évidemment partie prenante de ce qui s'est passé, mais en tous les cas pas coupable, parce que je pense pas que vouloir faire plaisir, vouloir s'engager, vouloir bien faire, sont des signes d'une quelconque culpabilité pour quoi que ce soit. Ouais, un joli message à la Marilyn de 2021. Alors Marilyn, ton livre est sorti le 11 septembre dernier aux éditions Vuibert. Si tu devais donner envie à un auditeur de le lire, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Bah, je dirais que c'est le livre que j'aurais aimé avoir quand moi-même j'étais en burn-out. Parce que c'est vrai que on est perdu quand on vit un burn-out, hein, et c'est un livre qui aborde, bah, comment on peut se reconstruire en différentes étapes. Et ce livre, moi, je l'ai voulu simple. Je l'ai voulu simple parce que de toute manière, déjà, c'est ma manière d'écrire, mais je l'ai voulu simple aussi dans le déroulé, parce que je sais que c'est difficile de lire quand on est en tout début de burn-out et qu'on n'a pas besoin d'avoir des trucs alambiqués et cetera, donc je l'ai voulu simple et c'est ce que j'ai voulu faire. Et puis aussi, mais parce que ça, c'est ma conviction, mais vraiment la plus profonde et que là je défendrai, dans mes conférences, dans tout ce que je vais pouvoir faire dans mes formations et le reste, c'est qu'un retour après un burn-out ne s'improvise pas. Il se prépare si on veut qu'il soit réussi. Et ça, moi j'ai cette conviction-là et je n'en démordrai pas.
Alors merci infiniment Marilyn pour ce partage authentique, inspirant, bienveillant. Je suis sûre que ça transparaîtra en tout cas auprès des auditeurs. Merci pour ton engagement si précieux autour de la cause du burn-out et notamment sur le sujet essentiel et ô combien complexe qu'est la reprise du travail et le retour au travail. En tout cas, je te souhaite vraiment plein de succès avec ton livre et personnellement, j'en ai fait qu'une bouchée. Donc vraiment courez, achetez ce livre. Il est vraiment un guide essentiel pour moi, en tout cas pour que ce soit le retour au travail ou pour le burn-out en général. Écoute, merci beaucoup. Ce que tu me dis me touche, évidemment. Ça me touche d'autant plus que ce que j'aime, c'est quand on a une activité qui est autour du burn-out et qu'on œuvre toutes les deux justement pour les personnes qui sont en burn-out. Et ce que j'aime, c'est que on se connaît depuis une année et qu'il n'y a pas de compétition entre nous et ça, je trouve ça formidable. Donc tu fais partie de mes belles rencontres de cette année et j'en suis heureuse. Donc je suis heureuse de faire ce podcast avec toi. Et oui, ce livre, je l'ai fait pour les personnes qui sont en burn-out parce que j'ai beaucoup de compassion pour les personnes qui vivent un burn-out car je sais à quel point c'est difficile. Donc j'espère qu'il va aider à travers toute la France, mais s'il peut aider des milliers et des milliers de personnes. Alors je préférerais qu'il n'y en ait pas des milliers, mais par contre la réalité c'est qu'il y en a des milliers. Donc je souhaite qu'il puisse aider le plus grand nombre possible. Voilà. Et puis je serais ravie d'avoir des retours des gens qui l'ont lu, qui partagent avec moi ce que ça leur a apporté. Je serais vraiment très très contente de vous lire si vous achetez ce livre. N'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup Delphine. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des suivants, à me laisser un avis 5 étoiles et à le partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. On se retrouve très vite et d'ici là, prenez bien soin de votre peps.